Comment et pourquoi être en état de conscience modifié? La respiration holotropique. Interview. La respiration holotropique est une pratique qui se fait en groupe ou en individuel et il est conseillé de la faire toujours accompagné par un thérapeute certifié car c'est une technique puissante. Le but est de suivre une expérience en état modifié de conscience qui peut être hautement thérapeutique. Le rythme de la respiration qui s'accélère progressivement permet l'entrée dans l'expérience et celle-ci est ensuite soutenue par différents types de musique. Ce voyage intérieur permet de vivre différentes expériences et émotions. Et ce processus est vécu vraiment de manière très variable selon chaque personne et pour chaque session. Ça peut être aussi une occasion de revivre un événement difficile de notre vie dans un cadre sécurisé pour le transformer et le vivre différemment. Dans cette interview, je donnerai la parole à Constance Vincent qui vous présentera les bénéfices d'une séance de respiration holotropique et vous parlera de cette thérapie. Constance est une grande passionnée de l'humain. Pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours soif d'apprendre et c'est vraiment ce qui rend son parcours si professionnel et pour moi impressionnant. C'est une ancienne sage-femme et elle exerce aujourd'hui son activité qu'elle nomme maïeutique de l'âme, maïeutique étant l'art d'accoucher les esprits. Elle utilise pour ça ces différents outils dont l'hypnose, l'aptonomie et la respiration holotropique. Mais elle est aussi également coach pour un site de développement personnel en ligne qui s'appelle Penser et agir, le développement personnel par l'action. Elle se forme actuellement en psychologie transpersonnelle pour contribuer au bien-être des personnes qu'elle accompagne. J'ai eu recours à ses services pour l'hypnose il y a quelques années de ça, et elle fait vraiment partie des thérapeutes que je vous recommande d'aller consulter si vous vous sentez appelé à le faire après cette entrevue, parce que pour moi c'est vraiment le type de personne qui aura toujours une technique pour vous aider à cheminer. Alors avec Constance, nous avons toutes les deux beaucoup de cordes à notre arc avec une approche et des techniques différentes, mais ce qui nous rejoint, ce sont les valeurs communes que nous avons et une vision vers un monde meilleur qui se rejoignent. Et comme moi, Constance, c'est une grande rêveuse et je suis vraiment heureuse pour elle parce que récemment, elle a réalisé l'un de ses rêves en automne dernier en publiant son premier livre qui s'intitule Une révolution intérieure, 365 jours pour naître à soi. Et pour vous donner un petit avant-goût, sur sa 4e de couverture, vous pourrez lire que cet ouvrage est à la fois un carnet de voyage au milieu des turbulences de sa vie, mais également un profond hommage aux vivants et une incitation au changement au travers de prises de conscience. Ce livre est donc une invitation à prendre part à ce voyage et à modeler votre vie telle que vous la rêvez, petit à petit, jour après jour, en étant profondément connecté au plus vaste, à l'essence même de la vie qui, selon elle, nous guide tous et nous aime profondément. Personnellement, j'admire son riche et son inspirant parcours sur lequel je vais m'attarder durant cette interview parce que je trouve qu'il est vraiment exemplaire avant qu'elle puisse finir par vous présenter et vous parler vraiment de la respiration holotropique parce que vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'accompagne les personnes qui passent de l'idée du rêve jusqu'à sa conception et je sais qu'elle saura vous transmettre de belles pépites pour nourrir l'espoir des grands rêveurs et rêveuses qui nous écouteront mais qui n'osent pas toujours passer à l'action. Je laisse à présent la parole à Constance. Je vous souhaite donc à tous une très belle écoute. Salut Constance, Bonjour Sarah, comment vas-tu? ça va bien et toi? Très bien, très heureuse de t'accueillir ici, vraiment. Euh, Écoute, comme d'habitude, je vais présenter un petit peu comment va se dérouler notre interview. Je l'ai déjà dit un petit peu en intro, mais ça, je ne l'ai pas mentionné. Tu vas commencer par nous parler d'un mantra qui, pour moi, te résume très très bien. Donc, on va commencer par là et puis ça va, je pense, après amener justement à ta présentation, ton parcours qui est super inspirant comme j'ai expliqué. Et puis, tu vas nous expliquer par rapport à la thématique du sujet d'aujourd'hui pourquoi c'est bien et comment justement entrer en état de conscience modifié et le lien justement qu'il y a avec la respiration holotropique et tout ce qu'il y a derrière. Et puis, à la fin, on parlera de tes futurs projets. Donc, si tu veux bien te présenter à ton tour avec ce fameux mantra qui est magnifique, je trouve, je te laisse la parole. Merci. Alors le mantra, suite à un programme en ligne que j'ai fait, j'ai défini un mantra avec des valeurs profondes et mon mantra, c'est être libre dans mon énergie.
trouver l'équilibre afin de transmettre l'amour, l'énergie d'amour, avec créativité. Donc moi, pour moi, la liberté, l'équilibre et euh, la créativité, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour moi et Mm. j'aime accompagner les gens avec tout ça. Et l'amour, c'est quelque chose qui, c'est pas l'amour comme entre deux individus, c'est vraiment quelque chose de plus profond, de plus aimant, qui ressemble pour moi à l'énergie de vie, la forme, un peu la conscience. En tout cas, c'est quelque chose qui est enveloppant, quoi. Et c'est dans cet axe-là que j'accompagne les personnes. Ouais, c'est beau, c'est beau. Bah, comme tu dis, il y a un équilibre entre l'amour, la créativité. Enfin, il y a plein de choses justement qui permettent d'harmoniser justement comment on peut se sentir. Parce que toi, tu travailles bah, avec quelque chose, je dirais, de plutôt terre à terre. La respiration, c'est quelque chose bah, qui touche tout le monde. Et en même temps, bah, tu as un parcours qui est tellement large que tu touches aussi au plan énergétique de l'être humain. Donc, tu as une vision, je trouve, qui amène à vraiment être aligné sur tous les plans de notre être. C'est Mm, mm. c'est beau. Bah, c'est vrai que l'équilibre, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je trouve que c'est même vital et essentiel, que ce soit, on parle d'équilibre vie personnelle, vie Mm. professionnelle, mais sur tous les plans de la vie, l'équilibre entre le corps et l'esprit, l'équilibre entre le jour et la nuit, l'ombre et la lumière. Enfin, partout, il y a la notion d'équilibre. Et moi, c'est un mot qui m'accompagne. Je l'ai découvert le premier jour de ma formation en respiration holotropique. C'est la carte que j'ai tirée en rentrant dans dans la formation, en fait. C'était la proposition de tirer une carte et c'est le mot équilibre. Et depuis ce jour-là, c'était en juin 2019, ça m'a pas quitté. Ça t'a ancré quelque chose, ouais, du coup, Ouais. qui te suit dans ton parcours aujourd'hui. Mm, mm, c'est Mm. ça. Et puis, tu parlais qu'il y avait un côté terre à terre. En fait, moi, quand je suis sortie du bac, j'ai fait des études médicales. Donc, j'ai été sage-femme pendant 5 ans. Donc, j'ai tout ce côté-là très, très matériel, avec très cartésien. Enfin, Mm. voilà, les études médicales et puis la profession de sage-femme, c'est des choses qui sont très connectées au corps, très, très concrètes. Voilà. Et après, depuis que je suis diplômée de sage-femme, c'était en 2011. Et depuis 2011, là aujourd'hui on est en 2023, il n'y a pas une année où je ne me suis pas formée à une formation complémentaire, même quand j'étais encore sage-femme. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant que sage-femme libérale et pendant ces 10 années-là, il y a toujours eu chaque année au moins une formation. Mm. Et dans ces formations, je suis allée vers des choses qui sont beaucoup plus subtiles, Mm. comme par exemple l'autonomie. On travaille la subtilité au niveau du toucher pour rencontrer l'autre de manière différente et sentir son propre corps et l'autre de manière différente. Mm. Après, j'ai fait aussi au niveau énergétique, j'ai été formée au Reiki aussi. J'ai travaillé l'hypnose qui est là, qui est plus le subtil mental, travailler sur les croyances, sur l'inconscient. Mm. Et là, dernièrement, donc je me suis formée en respiration holotropique, qui est à la fois ce pied très ancré dans le corps, puisqu'on travaille vraiment avec le corps, et puis une ouverture vers quelque chose de plus psychique, de plus énergétique, voire pour certaines personnes, des fois avec des ouvertures spirituelles. Mm. Euh, voilà, ça englobe beaucoup de choses. Et ça englobe aussi la musique, moi qui me porte depuis que je suis toute petite. J'ai toujours aimé écouter de la musique. Depuis 4 ans, j'en joue aussi. Je me suis autorisée à jouer, à apprendre le violon. Et puis là, la dernière formation que je suis en train de faire actuellement, c'est la psychologie transpersonnelle. Donc, je me forme pour faire de la psychothérapie. Et transpersonnel, ça veut dire qu'il va au-delà du personnel, donc qui inclut à la fois la psychothérapie qu'on a l'habitude d'entendre avec tout ce qui est Freud, la psychanalyse, etc., enfin, qui s'occupe de la personne, de sa vie biographique, donc de sa vie depuis sa naissance.
jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Et puis la psychologie transpersonnelle, elle va venir rajouter d'autres choses, d'autres pans de l'individu, notamment tout le travail autour de sa naissance, alors qui, moi, m'intéresse beaucoup en tant que sage-femme parce que la naissance, elle est vraiment impactante dans la vie d'un individu. Et puis, tout ce qu'il peut y avoir avant, c'est-à-dire, ben, un enfant, il n'est pas de manière neutre, il a déjà toute son histoire familiale qu'il suit derrière lui. Mm. Et si on regarde plus du côté de Jung qui parle de l'inconscient collectif, il y a aussi tout quelque chose de plus archétypal qui nous relie tous les êtres humains, quelque chose de plus, ouais, de plus profond qui nous impacte aussi. C'est-à-dire que, ben, par exemple, si je reprends le jour et la nuit, c'est des choses, par exemple, on a plus peur, alors c'est un grand mot le terme peur, mais on sent qu'on est moins à l'aise la nuit qu'en plein jour, par exemple. Ça, c'est Mm. des choses qui sont archétypales et qui remontent à très longtemps dans l'humanité. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses auxquelles en psychologie transpersonnelle qui inclut ça dans l'accompagnement de la personne. Mm. Ouais, tu es vraiment dans des disciplines qui sont très complémentaires les unes des autres. Et je fais juste un petit aparté parce que tu as mentionné tellement l'autonomie, par exemple. Ça fait partie d'une des interviews que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc, je mettrai tous les liens en commentaire avec toutes les personnes qui... En fait, c'est marrant, c'est que j'ai l'impression que tu es une encyclopédie ouverte et que tu regroupes un peu toutes les personnes que j'ai plus ou moins déjà interviewées dans les disciplines que tu as mentionnées. Donc, je mettrai tous les liens en commentaire si vous voulez un petit peu plus approfondir sur une thématique en particulier, parce que du coup, si ça vous parle, vous pourrez choisir le thérapeute, si c'est avec Constance ou un autre qui vous appelle pour travailler et libérer plein de choses et avancer et grandir, parce que toutes ces disciplines-là, finalement, tu parles d'équilibre, mais c'est aussi, je trouve, une très belle connaissance de soi, de s'autoriser en fait à aller euh, vers ces ressources qui sont un peu, je vais pas dire tabous, mais qui sont pas forcément encore très vulgarisées aujourd'hui. Et, euh, et du coup, bah, je te remercie d'être là parce que tu permets d'explorer un peu tout ça, même si aujourd'hui on va pas aller forcément en profondeur dans toutes ces disciplines parce qu'on va vraiment s'intéresser à la respiration holotropique. Mais ouais, voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter autre chose sur ton parcours, mais moi j'ai quand même une petite question, c'est est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur peut-être dans ta vie qui a fait que tu t'es dit, bah voilà, je suis sage-femme et à un moment donné, je me dirige un peu vers autre chose? Hmm. Des éléments déclencheurs, il y en a eu plein dans ma vie. Donc ça serait un peu long, je pourrais écrire un livre. Mais Un deuxième? ouais, non, vraiment l'élément oula, je trouve plus mon mot. L'élément déclencheur, enfin celui qui a été décisif. Voilà, c'est décisif le mot que je cherchais. L'élément qui a été décisif, c'est un rêve en fait. Mm. Parce que ça fait déjà un moment que depuis la naissance de ma deuxième fille, donc j'ai deux enfants, voilà, je commençais à voir que j'étais plus tout à fait alignée avec ce qu'on nous demandait dans le métier de sage-femme, côté très technique avec les protocoles, etc. Et puis on était devenus plus des outils et des prescripteurs que vraiment des accompagnateurs. Et moi, ce que j'aime, c'est l'accompagnement. Mm. Et le rêve qui a été décisif, c'est un matin, donc j'avais déjà commencé ma formation en respiration holotropique, donc je pense que ça a joué aussi, hein. Ouais. Et je me réveille et en fait, mon rêve, c'était, euh, je tournais la même clé de la porte de mon cabinet de sage-femme, en fait, et je me voyais avec les cheveux longs, gris, complètement voûtée, complètement dépressive, et encore tourner ce même truc, ce même clé de D'accord. cabinet. Et là, je me suis dit, c'est comme ça que tu vas finir dépressive. Et j'ai dit non, 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 là, je change avant de finir complètement dépressive dans ce métier qui n'est plus aligné avec mes valeurs, hein. On parlait justement des valeurs de créativité, de transmission. Moi, la transmission, c'est très, très fort chez moi, Mm. d'équilibre, de liberté, etc. Et le métier de sage-femme et ses protocoles et le conseil de l'ordre, etc., ça m'enfermait dans un carcan qui fait que c'était plus... Enfin, j'ai fait le grand écart et puis au bout d'un moment, je pouvais plus.
Donc c'est ce qui m'a décidé et je me suis fait la promesse symbolique de changer tout ça. Ça m'a fait très, très peur, hein. Mais voilà, il y a un moment, je me suis dit: «Tant pis, si avec ma nouvelle activité, j'arrive pas à vivre suffisamment, bah, je vendrai ma maison, je retournerai vivre chez mon père avec mes 2 enfants et mon mari». Enfin, voilà, c'était un peu, l'extrême, mais tant que j'avais pas dépassé cette peur, en fait, financière, j'étais pas capable de quitter la profession. Ouais. Et puis, et j'ai fait une promesse symbolique forte, pendant un stage, de son Monroe. Bref, c'est un travail avec les états modifiés de conscience à l'aide d'auditions de sons, en fait, dans les oreilles, dans des sons binauraux. Et on a visité la cathédrale de Bourges et je me suis mis sur la ligne, qui passe, alors les géobiologues, et les énergéticiens, ils sauraient mieux dire que moi, mais sur, une ligne énergétique, en fait, qui passe au centre de la cathédrale de Bourges et qui relie plusieurs monuments, historiques et énergétiques. Et là, j'ai posé la promesse, que j'allais arrêter mon cabinet de sage-femme, et c'était en fin décembre 2020 et c'est ce que j'ai fait. Waouh. Voilà, pour la petite histoire. Bah, ça demande beaucoup de courage et en même temps, bah, ça marche bien pour toi aujourd'hui. Donc, je suis très contente que tu aies franchi ce pas et acté devant cette cathédrale. C'est beau symboliquement et énergétiquement, forcément. C'est Du ça. coup, tu as commencé un petit peu aussi à parler de l'état de conscience modifié. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas? Vaste question. Oui, c'est Je une vais grande question, hein. je vais Dis-toi. pas l'aborder en totalité, mais l'état de conscience modifié, c'est comme son nom l'indique, un état de conscience modifié, donc qui est plutôt au sens, inhabituel ou non ordinaire, on va dire, quelque chose comme ça. Mm. Et c'est un état qu'on connaît tous, plusieurs fois au cours de la journée sans s'en rendre compte. Par exemple, les états de grande fatigue, c'est des états de conscience modifiés. L'état de conscience entre la veille et le sommeil avant de s'endormir. Quand on est, par exemple, en train de regarder au cinéma un film et qu'on oublie les fauteuils et la salle, sauf quand il y a quelqu'un qui mange du popcorn à côté de nous, on se dit: «Ah oui, c'est vrai, je suis au cinéma». Quand on est plongé dans un livre, qu'on n'entend plus quelqu'un qui nous parle à côté, quand on conduit et qu'on se dit: «Mince, ah, je suis déjà là, mais j'ai pas vu passer la route», des choses comme ça, voilà, c'est tous des états de conscience, modifiés, ordinaires, j'ai envie de dire, de la vie de tous les jours. Et puis après, il y a ceux qui sont des états modifiés de conscience qu'on induit, soit pour le spectacle, soit pour, donc ça, je parle par exemple de l'hypnose, c'est hyper connu, l'hypnose de spectacle. Mais après, moi, là où je m'en sers, c'est vraiment dans le cadre thérapeutique. Mm. Ben, du coup, pour soit accéder à des parts inconscientes de soi, soit pour venir transformer des schémas comportementaux Mm. ou des croyances, ou etc. Et il y a plusieurs façons d'induire des états de conscience modifiés. Il y en a vraiment une multitude. Oui, je confirme. Bah, d'où la méditation, les bols tibétains que moi je pratique. Et toi, pareil, on a chacun nos outils en fait Mm, pour amener à cet état de conscience modifié. mm, 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 mm. Merci pour cette. Moi, je trouve que ça résume très bien. Je pense que c'est assez clair. Est-ce que tu veux à présent nous parler de la respiration holotropique, puisque c'est au centre de ta vie aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si c'est au centre de ma vie, mais en tout cas, ça prend une bonne place, en effet. La respiration holotropique. Alors, en préambule, je veux juste préciser que c'est un moment important pour moi d'en parler parce que, du coup, j'ai été, formée dans la lignée de Stanislas Grof, donc qui est le fondateur de la respiration holotropique. Mhm. Et du coup, j'ai vraiment à cœur d'honorer leur travail, à la fois Grof et puis sa femme, ils l'ont fondé tous les deux ensemble, et puis tous ceux qui m'ont formée, qui ont été formés par lui. Et donc, je veux vraiment, voilà, j'ai à cœur de transmettre leur travail et de dire de ne pas faire d'erreurs et voilà, etc. C'est important pour moi vraiment de dire
voilà, c'est pas juste une pratique qu'on fait comme ça, c'est aussi quelque chose pour moi où il y a beaucoup de respect pour tout le travail qui a été fait et euh, voilà, pour cette lignée, on va dire. Moi, je suis pas encore certifiée par Groff, mais bientôt parce que en- j'ai fini ma formation, bien entendu, et je suis assistante de la formation actuelle. Mais il y a un delta temps entre la fin de la formation et puis il faut pratiquer et ensuite on a un article et on passe devant un jury pour être certifié. Donc moi, j'en suis pas encore à l'étape de la certification, mais j'y viens. Et voilà, et donc cette pratique, c'est comme son nom l'indique, respiration. Et holotropique, c'est un terme un peu compliqué, un peu barbare, mais c'est pour dire qui va vers le tout. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais en préambule, hein, c'est quelque chose d'assez intégratif. Et donc il y a il y a plein de techniques, il y a plein de personnes qui ont repris ce terme de respiration, alors pas forcément holotropique parce que du coup le nom est- Ah, c'est comment on appelle ça? Aide-moi. Euh, Quand c'est certifié, enfin, on peut pas l'utiliser, il est protégé, voilà le nom. Et après, la respiration holotropique, c'est quand même une technique qui induit un puissant état de conscience modifié parce que on travaille avec plusieurs vecteurs. Donc déjà, à la base de la respiration, on fait une sorte de relaxation pour amener vraiment dans le corps, pour renforcer les sensations corporelles. Et après, on va à la fois induire l'état de conscience modifié avec une respiration amplifiée et soutenue, qui va induire l'état de conscience modifié, qui va être renforcé après par des musiques évocatrices. Et donc, à la fois, le fait d'être dans le corps, déjà, ça décale un peu l'état de conscience. Ensuite, le fait de respirer et d'être conscient de sa respiration, ça décale l'état de conscience. Le fait d'amplifier la respiration et de prendre vraiment des grandes inspirations et de manière rapprochée, rapide, ça décale encore plus. Et la musique, c'est aussi quelque chose qui décale l'état modifié de conscience, surtout que Qu'est-ce c'est que tu veux vraiment dire c'est pas par une petite... décale, pardon, l'état de conscience Bah, modifié? décale, ça veut dire ça modifie. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, c'est comme des fréquences radio en fait. C'est comme on est sur la radio, on a l'habitude d'être sur Chéri FM ou je veux pas faire de pub pour les radios, mais bref. Et en fait, hop, il y a des éléments, donc je disais être dans le corps, la respiration, La musique? l'hyperventilation, etc., la musique, c'est toutes des choses qui vont venir faire bouger le bouton de la fréquence en fait. Et du Ouais. coup, notre état de conscience, il est plus au même endroit tout à fait. C'est ça quand je parle de décaler. Et du coup, le fait d'associer tous ces éléments, ça donne vraiment beaucoup plus de possibilités de décaler l'état de conscience de manière bien plus importante que ce qui est fait habituellement, en fait. Oui. Et, euh, et donc, oui, je disais, la musique, c'est pas juste une petite musique de fond qui est mise en ambiance, c'est vraiment, ça va occuper tout l'espace, tout le champ auditif, en fait, tout le champ sensoriel. Même, souvent, il y a des caissons de base, donc on sent les vibrations, etc. Donc, c'est vraiment une ambiance qui est créée pour induire l'état de conscience modifié. Et le but, après, c'est de pouvoir, ça dure, alors ça dépend un petit peu si c'est en individuel ou en collectif, mais ça dure au moins minimum une bonne heure, voire des fois plus long. Et puis, du coup, ça va créer tout un parcours, on va dire, que la personne va vivre en état de conscience modifié. Et ce qui est vécu dedans, c'est complètement différent d'une personne à l'autre, mais aussi d'une fois à l'autre. Moi, pour pratiquer, heureusement, j'en ai fait plein. Sinon, enfin, si tu pratiques, mais tu n'as pas pratiqué toi en tant que, on appelle ça respirant, ceux qui respirent, il y a un endroit où ça va pas. Et moi, j'ai vécu tellement de choses différentes. Et ce que j'aime beaucoup en respiration holotropique, c'est que le thérapeute, l'accompagnant, le facilitateur,
il va pas induire quelque chose chez la personne, comme en hypnose où en fait nos mots, ils induisent quelque chose. Là, la respiration, c'est vraiment, on ouvre un espace, on ouvre une porte et on accompagne ce qui émerge. Et c'est le processus intérieur de la personne, l'intelligence intérieure, le sage intérieur. Je sais pas comment expliquer ça, mais quelque chose qui sait à l'intérieur, qui va venir faire travailler ou laisser émerger ce qui a émergé ce jour-là pour la personne. Oui. Donc, certaines fois, c'est des superbes expériences où on peut être dans la félicité, dans la joie, revivre des bons moments de sa vie, se sentir enveloppé d'amour, par exemple. Et puis des fois, c'est un peu moins sympa. Ça peut être des expériences vraiment très difficiles, mais l'avantage, c'est que on est toujours accompagné dans un cadre, et c'est pour ça que la respiration holotropique, elle se fait pas tout seul chez soi. Oui. On est vraiment accompagné par visio. Alors je sais qu'il y a des gens qui le font, mais en tout cas, là où nous, on est formés, Heu, c'est non, on fait pas ça en visio en fait, parce qu'il y a des choses qui peuvent être, très difficiles qui peuvent se vivre, et donc c'est important de pouvoir être là avec, la personne, d'avoir la présence de l'autre physique, Ouais. et donc bah, après on accompagne, ce qui est là, et il y a tout un travail pendant la séance, mais aussi après. Mm. Moi, pour donner un exemple, il y a pas très longtemps, j'ai vu une personne, qui m'a appelée, qui avait fait une séance de respiration. Alors elle s'appelait pas holotropique, parce que justement c'était fait par quelqu'un qui, sur son site internet, j'ai même pas vu où il a été formé, comment, et cetera. Bon bref, et qui est ressorti, mal, et qui a pas été accompagné derrière. On lui a juste dit: «Bah, c'est ce que vous aviez à vivre, point», et qui avait besoin d'être accompagnée derrière, et du coup, elle m'a appelée parce qu'elle savait que je connaissais cette pratique-là, Ouais. et on a fait une séance d'intégration derrière pour finir le travail qui avait pas été fini, en fait. Elle était restée bloquée dans son expérience, et donc on a fini ça, et elle m'a rappelé 15 jours après en disant: «Ben, merci, enfin voilà, ça a vraiment permis de résoudre, maintenant je me sens mieux, voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir clôturé quelque chose», et cetera. C'était autour de la naissance, donc bon, c'était pas pour rien qu'elle est venue me contacter aussi, vu que voilà, étant ancienne sage-femme, tout ce qui touche à la naissance forcément, Elle était bah, tombée c'est sur la une bonne personne, ouais. Non, c'est voilà, important de souligner, comme tu dis, l'après, c'est super important. ouais, ouais. Moi, j'ai une question par rapport, justement, alors du coup, à l'avant, enfin à l'avant, au début justement d'une séance. Alors, peut-être 2 questions en une. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit: «Tiens, je vais aller, pratiquer une respiration holotropique avec un thérapeute?» Et est-ce qu'en début de séance, finalement, on pose une intention, on pose quelque chose ou juste, bah, non? Enfin, j'imagine ça se fait pas comme ça. Mmh Il y a une mh. petite préparation de parce que tu dis qu'après le corps, en gros, il fait le job qu'il a à faire, mais il y a quand même, j'imagine, une ligne directrice, quelque chose qui fait qu'on vient vers toi, forcément. Alors, ça m'a fait penser quand tu dis ce qui se passe en amont. Déjà, avant toute, séance de respiration, il y a toujours un entretien avec la personne, qui est, enfin le thérapeute ou la personne qui accompagne, fait un entretien avec la personne qui veut, faire sa respiration. Parce qu'il y a des contre-indications, médicales. Donc, alors certaines qui sont, contre-indications, certaines qui sont relatives, voilà. Ouais. Donc ça Qui déjà, c'est peut ne important. pas, justement, pratiquer? De quoi? Quelles sont les personnes qui ne sont pas, Bah, quand il y a des gros problèmes, cardiaques, l'épilepsie, l'hypertension, c'est plutôt relatif. S'il y a eu une opération récente, la grossesse, qui est relative aussi, c'est-à-dire que, ça peut se faire, autour du deuxième trimestre de grossesse, mais le 1er trimestre, ben, pour les risques de fausses couches, et cetera, on fait attention, et puis à la fin de grossesse aussi, on fait attention pour les menaces d'accouchement prématuré aussi. Voilà, après, voilà, ça c'est relatif, puis je pense que ça dépend. Moi, j'aurais peut-être plus tendance à le faire parce que je connais bien la grossesse, et cetera, et les risques, ouais. que, des personnes extérieures. Voilà, c'est
il faut faire attention en tout cas. Voilà, s'il y a des lourds antécédents psychiatriques aussi. Voilà, en fait, ce qu'on fait attention, c'est que s'il y a des problèmes de santé, la respiration holotropique, vu que c'est une technique qui est puissante, qu'elle ne vienne pas faire être délétère, on va dire, pour la personne. Par exemple, si on a une opération récente, ben, vu que ça peut être une technique qui déclenche beaucoup de mouvements dans le corps, bah, il faut faire attention à la cicatrisation, etc., etc. Donc, il y a plein de... Donc, suivant les cas, on peut demander un avis médical avant de pouvoir pratiquer C'est comme faire quand on veut reprendre le sport ou faire un grand effort sportif, il y a des, on demande un certificat médical, etc. Donc là, c'est un petit peu la même chose parce que le fait d'accentuer la respiration et puis au niveau cardiaque, bah, ça emballe le cœur, etc. Dans l'état de conscience modifié, on peut être amené à faire beaucoup de mouvements, etc., etc. Donc il faut être vigilant que ça ne pose pas de problème à la personne. Donc, il y a ça. Et puis après, ben, dans l'entretien, on demande un petit peu quel est le parcours de la personne, qu'est-ce qui l'amène, etc., etc. Et après, c'est... Donc, attends, là, ta première question, voilà, c'est pourquoi on vient. Donc, bah, après, c'est très variable d'une personne à l'autre. Il y en a qui viennent vraiment parce qu'ils ont envie de faire une expérience. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont une problématique particulière et que ça peut aider justement et qu'ils ont entendu que ça pouvait aider et qu'ils espèrent que c'est un effet thérapeutique. Il y en a qui viennent souvent quand ils sont accompagnés par des thérapeutes et qui sentent qu'au niveau d'une problématique, ils sont coincés, et ben, ils viennent faire la respiration holotropique pour essayer d'aller plus loin, pour comprendre plus de choses, pour ouvrir un peu plus loin, etc., etc. Il y a plein d'indications en tant que telles et chacun Finalement, vient on peut pour des venir raisons avec n'importe différentes. quel sujet. Y a pas- Euh, Globalement, oui, mais après, c'est là où il y a la petite nuance, où justement, ce qu'on va travailler, c'est d'essayer de ne pas avoir trop d'attentes, parce que comme je disais, la respiration, on peut venir avec quelque chose et pas obtenir ce sur quoi on est venu, en fait, parce que Ouais. c'est autre chose qui émerge. Alors, des fois, on se rend compte que, a priori, ça n'a pas de lien dans un premier temps, et puis un peu plus tard, on se rend compte qu'en fait, entre ce qu'on avait demandé et ce qu'on a reçu comme information pendant la respiration, bah, finalement, en fait, ça fait sens après, mais on ne Ouais. l'a peut-être pas tout de suite. Mais c'est pour ça que c'est délicat parce que euh, voilà, l'idée, elle serait, plus on a d'attente, en fait, plus on a de volonté, on va dire quelque chose comme ça, moins on va laisser faire le processus qui est à l'œuvre, en fait. Donc, ça peut bloquer un petit peu. C'est-à-dire que si on est... euh, je vais donner un exemple tout bête. Si on est tout le temps en train de penser je veux réussir ma course, je veux réussir ma course, je veux réussir ma course, et ben en fait on court et en fait on n'est pas en train de courir vraiment puisqu'on est dans je veux réussir ma course et hop il y a un caillou sur le chemin et pouf on se casse la figure. Enfin exemple hein, c'est vraiment bateau, mais c'est vraiment pour expliquer que des fois le trop de volonté, le trop d'intention, il peut bloquer le processus parce que le processus il est plutôt et c'est ce qu'on travaille dans la relaxation, c'est de lâcher, de laisser son corps faire, de laisser cette intelligence intérieure venir guérir ce qui a besoin d'être guéri à l'intérieur en fait. Et ça va être plus un travail. Moi, je peux parler de mon propre processus dans la respiration holotropique. Moi, j'étais quelqu'un, j'ai eu mon bac très tôt, j'ai eu mon bac à 16 ans, j'ai fait des études médicales, j'étais très, très, très cérébrale et le corps, c'était plus compliqué. Et donc, j'ai fait beaucoup de respiration, entre guillemets, avec ma tête, c'est-à-dire avec beaucoup d'images, etc., etc. Et puis, il y a un moment avec le travail thérapeutique, un moment de bascule, où j'ai laissé mon corps faire et je me suis rendu compte, je me suis dit, je sais pas ce que fait mon corps, je sens qu'il fait des trucs, mais je comprends pas, mais je le laisse faire en fait. C'est-à-dire que c'est l'intelligence intérieure
qui Ouais. fait le travail, qui fait ce qui doit être fait. Et finalement, la tête, elle n'a pas forcément besoin de comprendre. Alors ça, c'est pas évident parce qu'on est quand même dans une société où très mentale, où on a besoin de comprendre, de savoir pourquoi, etc., etc. Mais en fait, la guérison, elle n'est pas que mentale, elle est aussi corporelle, elle est aussi énergétique. Et souvent, c'est là où il y a besoin de guérison. Et donc, c'est savoir lâcher l'attente d'ici pour laisser le corps œuvrer. La base de tout, et je pense que la personne qui t'accompagne, la personne ressource, et enfin, en tout cas, la relation que tu as avec cette personne-là est ultra importante pour que justement tu fasses vraiment confiance et que tu lâches tout. Donc, C'est ouais, ouais. c'est la base. Je dirais que mon frère, quand il accompagnait au kayak, il disait tout le temps sécurité, sécurité, sécurité. C'était le mot qui revenait tout le temps. Et là, c'est pareil, que ce soit dans l'accompagnement thérapeutique Mm. ou en hypnose ou en respiration holotropique, et d'autant plus dans des techniques puissantes, la confiance qu'on a dans la personne qui nous accompagne, elle est primordiale pour Ouais, moi. C'est-à-dire 50% que du boulot. si la confiance n'est pas là, il y a quelque chose qui ne peut pas s'ouvrir. Mm. C'est-à-dire que c'est comme si pendant la respiration, on ouvre son intériorité, on ouvre son cœur, on ouvre tout ça, et c'est comme un trésor qu'on a à l'intérieur. Et si on n'est pas sûr qu'à l'extérieur, ça puisse être accueilli et respecté, etc., et qu'on se sente en sécurité, eh ben, on n'ouvre pas son coffre à trésor, Mm. ou on l'ouvre un tout petit peu, ou juste le premier étage, mais on va pas venir et ouvrir ce qu'il y a de profond. Et moi, je me suis rendu compte très, très souvent que quand on fait des formations, ben, on est un groupe de formation et Mm. qui se suivent sur beaucoup de modules sur plusieurs années. Et en fait, quand on a des pratiques au sein du groupe de formation qu'on connaît, en qui on a confiance, etc., on touche des choses beaucoup plus profondes que quand c'est au milieu de personnes inconnues qu'on ne connaît pas, avec des encadrants ou des formateurs ou des thérapeutes, peu importe, qu'on ne connaît pas en fait. Il y a quelque chose qui a besoin vraiment de confiance et de sécurité. Et moi, il y a des personnes que j'accompagne, à qui on a évoqué la possibilité de faire de la respiration holotropique, Ouais. et que je leur ai dit, bah, non, pas tout de suite, on va d'abord attendre de se connaître, etc., parce que je sens qu'elles ont besoin de se sentir en sécurité pour après pouvoir faire cette pratique. Complètement lâché, ouais. C'est vraiment quelque chose, avec cette pratique-là, plus qu'avec d'autres, parce que je pratique aussi de l'hypnose, je pratique aussi d'autres choses. Et avec cette pratique-là, je fais vraiment attention à la personne, en fait, à l'écologie de la personne. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien pour elle? Est-ce que c'est Mm. bien à ce moment-là? Est-ce que ça va être suffisamment bénéfique et Mm. structurant? Parce que l'objectif, c'est que on ne sait pas ce qui va, c'est comme le truc du magicien, le chapeau là, on ne sait Ouais. pas ce qui va sortir du chapeau. Donc l'idée, c'est est-ce que si elle vit une expérience qui est difficile, alors certes, on parle de résilience, donc les expériences difficiles, elles amènent du positif. Et puis moi, je Mm. suis vraiment partante pour dire euh, que si la personne, elle vit ça à ce moment-là, c'est qu'elle est en mesure de le vivre et que ça va lui apporter du bien derrière. Mais il faut pas que ça la déstructure trop, il faut pas que ce soit Ouais. trop fort pour elle non plus. Donc moi, je suis vraiment attentive à ça, à ce que ça soit bénéfique pour la personne. Mm. Et puis ça, je pense que ça me vient de cette attention des femmes enceintes qui accouchent, Des où chances. en fait, bah, on fait attention à comment elles sont, voilà, si ça va trop vite, qu'est-ce qu'on peut proposer, etc. Et Mm. comment on prépare les femmes. Enfin voilà, il y a toute cette attention fine et envie que le processus, alors en respiration, il peut être douloureux, mais en tout cas, pour l'accouchement, le processus, il sera forcément douloureux. Et Mm. comment on prépare la personne pour qu'elle puisse, malgré le fait que ça soit difficile, qu'elle puisse en garder une expérience positive. Et Mm. c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, Ouais. j'essaye au maximum que ça soit le cas. Et l'accouchement, une fois qu'on est enceinte, on peut pas on peut pas ne pas le faire. Mais la Mm. respiration holotropique, on peut choisir de le faire ou de ne Ouais. pas le faire.
Une dernière question, justement, quelqu'un qui voudrait pratiquer, est-ce que tu as un conseil peut-être entre si elle hésite entre une séance justement en groupe ou en individuel? Est-ce que Alors, la question, elle est difficile parce que ça va dépendre un petit peu des personnes. mmh, C'est-à-dire que chaque pratique a ses bénéfices et ses inconvénients. C'est-à-dire que une en individuel, ça peut être plus sécurisant pour une personne parce qu'elle connaît la personne, qu'il n'y a pas le regard du groupe, etc. Parce que c'est plus court, etc., etc. Mais ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que ça peut être plus sécurisant d'être justement dans un groupe parce qu'il y a plusieurs personnes, que c'est pas une relation avec juste deux personnes, mmh, parce que quand on est en groupe, et ben, on a un accompagnant, parce que il y a les partages du groupe, etc., etc. Donc ça, sur le côté sensation de sécurité, ouais. ça C'est va, mieux ça va être peut-être? variable d'une personne à l'autre. Et puis après, l'expérience en groupe va être plus puissante parce que plus longue, parce que double expérience, c'est-à-dire à la fois l'expérience de respiration et l'expérience d'accompagnement, parce qu'en fait c'est par binôme. Donc on Mmh, fait par exemple sur une journée un matin qui respire et après l'après-midi il accompagne celui qui n'a pas respiré. Donc ça travaille comme ça. Alors qu'en individuel, il y a juste l'expérience de respiration et puis c'est tout. Et puis il y a tous les temps de partage, etc. Puis après, suivant si c'est sur une journée ou sur une période plus longue, un week-end, 3 jours, etc., bah, il y a tout un autre travail qui va se faire en dehors des sessions de respiration qui apporte d'autres choses aussi. Donc mmh, je dirais que voilà, après il y a des questions aussi de temps disponible. Enfin, il y a plein de questions. Donc c'est vrai que c'est vraiment mmh. C'est différent bien d'une fait. personne à une autre. Moi, clairement, après, quitte à choisir entre l'individuel et le groupe, moi, je préfère vraiment la respiration holotropique en groupe. Bah, après, c'est très personnel, mais je trouve qu'il se passe beaucoup plus de choses parce que au niveau énergétique, bah, il y a la Ouais. puissance du groupe en fait hein, qui porte, il y a les résonances, il y a le travail relationnel hein, qui se fait dans le binôme et puis avec les autres, etc. Donc c'est bien plus riche en groupe qu'en individuel, bien plus puissant aussi, je trouve. Voilà, mais ça voilà, c'est propre à moi. Enfin, pas que à moi, il y en a plein d'autres comme moi, mais Mmh. voilà, c'est vraiment propre à chacun. Tout dépend peut-être de son parcours aussi. Et puis, comme tu disais, c'est plus long. Je pense que tu disais que c'était sur des demi-journées, voire des journées entières ou des week-ends par rapport à... Oui, alors la demi-journée, on n'y arrivera pas en respiration holotropique. Je Oui, pense que c'est vraiment une journée entière minimum, voire des week-ends. Après, ça peut être des stages de 3 jours. J'ai déjà vu aussi des séjours des 5 jours. Moi, quand je suis partie au Mexique où il y avait de la respiration holotropique, ben, on a fait 15 jours. Bon, on n'a pas fait que de ouais, la respiration holotropique, mais ouais. voilà, c'est des formats plus longs en tout cas. Mais le format le plus court, je dirais, en groupe, c'est une journée. J'ai pas vu à faire moins, quoi, parce que le temps de faire les partages, le temps de faire les sessions de respiration qui sont quand même assez longues, Mhm. et de le faire à l'aller et au retour. Alors, mis à part, ça peut arriver, il y a quelquefois des formats où c'est de la respiration, entre guillemets, individuelle en groupe, c'est-à-dire que tous les membres du groupe respirent en même temps et Mhm. donc il n'y a pas d'accompagnant et c'est les facilitateurs qui organisent le stage qui accompagnent les personnes. Donc là, ça peut en effet se faire en demi-journée, mais c'est plus rare. C'est un peu plus doux peut-être cette approche-là aussi. Quand il n'y a pas d'accompagnant, Oui. je sais pas, je peux pas te dire parce que Ouais. je l'ai pas accompagné et je l'ai pas vécu moi, donc Ok. je pourrais pas en parler. Après, je me serais se renseigner, mais je sais pas. Dernière question, quels sont tes projets justement par rapport à la respiration anthropique? Parce que là, tu te formes, mais on a bien compris que voilà, c'est ton truc et que tu as envie de proposer un accompagnement individuel. Mais est-ce que tu prévois aussi, toi, de faire des stages pour l'avenir? Alors, du coup, quand tu dis je me forme, Oui, t'es déjà formée. je suis déjà formée, mais je suis pas certifiée encore. Donc voilà, j'ai pas fait les démarches encore, j'ai pas fini les démarches de Mm. certification, mais je suis apte à pratiquer la respiration holotropique en individuel et en groupe également.
J'ai pas encore commencé les groupes parce que ça demande beaucoup plus de logistique que de l'individuel. Et notamment, je souhaite pas le faire toute seule en fait. Je souhaite avoir un co-animateur pour pouvoir m'aider Oui. dans l'accompagnement des groupes. Donc, je suis en train de chercher ça, de chercher un lieu, etc. Pour pouvoir proposer des groupes, mais je pense que ça va se faire courant 2023. Et la formation actuelle, je suis pas en train de me former. Moi, je suis assistante, donc c'est un petit peu différent en fait. Ouais. Voilà. Super, bah écoute, on a hâte de voir les dates apparaître pour participer à tes stages. Enfin, moi, ça donne envie en tout cas. Et puis, bah, Bientôt. vraiment pour clôturer du coup cette interview, tu as sorti un super livre. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Il s'appelle Une révolution intérieure, 365 jours pour naître à soi. Déjà, rien que le titre, très sympa, mais je te laisse en parler, tu en parleras mieux que moi. C'est un livre que j'ai écrit. J'ai écrit un texte par jour pendant un an, entre le 4 juillet 2020 et le 3 juillet 2021. Et en fait, c'est le livre qui a accompagné ma transition professionnelle. Mhm. Donc, chaque jour, j'ai écrit, en général, c'est entre 15-20 lignes, un texte inspirant qui me guide en douceur vers le changement et la transformation et qui, moi, m'a accompagnée et portée. Mhm. Et voilà, il est sorti à l'automne, donc je commence à avoir quelques retours de lecteurs et lectrices. Et la plupart des personnes me disent, mais en fait, ça me porte au quotidien, c'est comme un soutien. J'en ai une qui m'a dit, ah bah quand je vais pas bien, je me dis un petit coup de Constance et ça me remonte. Voilà, j'ai quelqu'un que j'accompagne qui m'a dit, mais en fait, ça me fait vraiment du bien, ça me soutient dans les moments difficiles. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je peux relire parce qu'à chaque fois, c'est différent en fonction de ce que je vis et ça, j'en ai une autre compréhension. Et elle me dit, comme il est fait, vu que c'est comme un almanach, en fait, hein, il y a un texte par jour, Mhm. bah, on peut le relire à vie, en fait. Donc enfin, voilà, c'est super chouette. Alors, est-ce qu'on peut avoir la chance justement d'entendre le Un texte peu. du 12 mars? Certitude, c'est le texte du jour. Traverser et se laisser traverser. Donner, recevoir. Lutter, accueillir. Pénétrer, s'ouvrir. Envoyer, recueillir. Transmettre, s'abandonner. Pouvoir s'autoriser et croire en ses capacités d'accueil, c'est pouvoir porter en soi le germe de la vie. C'est enfin être vivant à l'intérieur. C'est avoir en soi tout ce que l'on a toujours cherché à l'extérieur. Ce germe est comme un réceptacle pour capter le vivant, pour le laisser nous animer. C'est goûter à la richesse de chaque chose de la vie, pleinement la ressentir et accueillir le moment suivant toujours dans cette même dynamique, sans regret, sans déception, sans vouloir. Une pleine acceptation de ce qui est, sans lutte inutile. Lorsque le vouloir s'est évaporé, lorsque le tenir est un non-sens, lorsque le lâcher est autorisé et devient possible, il ne reste plus qu'un accueil sans attente, profondément libérateur. Il n'y a plus rien à comprendre ou à chercher. Notre place est là. Elle a toujours été là. Encore fallait-il s'autoriser à la prendre et oser s'y installer. Quand le silence devient pleine présence, quand la présence devient contenante, alors la certitude peut s'installer. Ce n'est pas la certitude de ce qui est, mais celle que ressent ce qui est. Ce n'est pas une force savante, mais une force tranquille. C'est la même différence fondamentale qu'entre le comprendre et la présence. Il n'y a plus de besoin, il ne reste plus que la certitude. Voilà. C'est magnifique, j'aime beaucoup le... On rappelle des Et références bien sûr de ton livre. Il y a une belle symbolique, je trouve, là, entre tout ce qu'on a dit sur les attentes, le fait de laisser émerger ce qui doit être vécu simplement et la symbolique, enfin le parallèle avec, je ne peux pas m'empêcher avec la plante, la germe, qui en fait, même si on lui met un tuteur, si elle veut aller vers la lumière, elle va aller vers la lumière. En fait, cette image-là, moi, qui m'est venue dans ton texte, c'est très beau. C'est pas le seul que j'ai lu dans ton extrait enfin, dans les extraits que j'ai pu lire de ton livre et tes écrits sont magnifiques. Pour moi, c'est une invitation à la méditation, au recentrage et puis au bien-être de ce qui est simple
dans la vie, ce qui doit être juste, le retour à soi, aux choses essentielles de la vie. Donc, merci beaucoup pour cet ouvrage. Je te souhaite beaucoup de succès avec ce livre, avec tout ce que tu mets en place, parce que j'adore tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Je suis très touchée aussi de voir comment le texte il fait résonance avec tout ce que j'ai dit avant, en fait, qui vient faire comme synchronicité. Et hier, j'ai quelqu'un qui a posté une photo, enfin qui m'a envoyé une photo avec le cadre, et puis ça faisait exactement synchronicité aussi avec le texte du jour. Enfin, il y a plein de petits clins d'œil, et mon livre, il m'accompagne en fait chaque jour. Et je trouve ça magnifique, et je te rejoins sur le côté méditatif un petit peu. J'ai des gens qui me connaissent et qui ont lu mon livre et qui m'ont dit mais je savais pas que t'avais un côté contemplatif comme ça. Donc voilà. Merci Bah, beaucoup en tout cas. t'es dans la créativité et l'expression de toi-même. C'est chouette. En tout cas, merci beaucoup, Constance. Ne soyez pas étonnés si je réinvite Constance sur cette chaîne parce qu'elle a tellement de choses à nous apprendre que, à mon avis, elle reviendra si elle le souhaite, bien sûr. Mais merci beaucoup à toi. Merci à toi. Avec plaisir. Si vous avez apprécié ce podcast, laissez-moi un commentaire et un j'aime pour me le dire. Cela m'encourage à créer toujours plus de contenu. Et retrouvez tous mes podcasts où je vous mets le lien dans la description vers la playlist de mes invités. Merci à vous pour votre fidélité et à tout bientôt.